En 2007, le célèbre magazine Forbes fait une publication dans laquelle il déclare que la personne noire la plus riche du monde s'appelle Oprah Winfrey, avec une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars. Dans la foulée, un monsieur quasi inconnu de toute la planète débarque et déclare que lui, il est beaucoup plus riche qu'Oprah Winfrey. Alors pour ceux qui ne savent pas, magazine Forbes est supposé être le magazine de référence en termes de business et de classement des hommes les plus riches dans le monde entier. Les erreurs sont très peu nombreuses dans ce magazine-là. Imaginez donc ce magazine sérieux et réputé qui déclare que la personne noire la plus riche du monde s'appelle Oprah Winfrey et qu'un individu que personne ne connaît débarque de nulle part, en plus d'où? D'Afrique, en disant qu'il est beaucoup plus riche qu'Oprah Winfrey. Voilà comment est-ce que pour la première fois, le monde entier va découvrir Aliko Dangote. Quelques temps après, Aliko Dangote va introduire 2 de ses 13 sociétés à la NSE, la bourse nigériane. Et les parts qu'il avait dans ces 2 sociétés-là, seulement sur 13, permettaient qu'il ait une fortune estimée à 10 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en 2007, quand le monde entier estimait que Oprah Winfrey était la personne la plus riche au monde, dans la communauté noire, il y avait un individu au Nigeria que personne ne connaissait, qui était plus de 6 fois plus riche qu'elle et qui devait certainement sourire à chaque fois qu'il voyait des classements. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment Aliko Dangote a fait pour devenir Aliko Dangote, mais surtout, comment le Nigeria a fait pour devenir la première puissance économique africaine. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud, mais pendant longtemps, c'était l'Afrique du Sud qui était là grâce à l'apartheid qui avait permis bien évidemment à énormément de Blancs de s'enrichir en Afrique du Sud. Comment est-ce que le Nigeria a fait pour venir leur passer devant? Malgré tous les problèmes que connaît ce pays, notamment de gros problèmes de corruption, le Nigeria a été classé plusieurs fois pays le plus corrompu au monde. Comment donc, malgré ça, ce pays-là reste et demeure le pays le plus riche d'Afrique? Vous allez comprendre dans cette vidéo que grâce à un homme, Aliko Dangote a été fait, mais pas qu'Aliko Dangote, énormément d'autres multimilliardaires nigérians, grâce à un système qui a été mis en place pour favoriser cela. Et on va voir pourquoi est-ce que dans les pays francophones, on a du mal aujourd'hui à avoir de gros champions qui peuvent venir et rivaliser. Et je terminerai cette vidéo par un appel clair et net et précis à l'ensemble de nos dirigeants. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité nigériane, vous saurez que énormément de fortunes ont été faites grâce à un homme au Nigeria, le président Obasanjo. Obasanjo est arrivé dans les arènes du pouvoir dans les années 1977 et quand il est arrivé au pouvoir, il était déjà assez fortuné. Il n'est donc pas venu au pouvoir pour se remplir les poches. Au contraire, Obasanjo avait un challenge très clair qui était de laisser 50 multimilliardaires en dollars à l'État nigérian avant la fin de son mandat. D'ailleurs, lui-même, il avait déclaré en 2004 que rien que grâce à ses exploitations agricoles, il réalisait chaque jour 250 000 euros. 250 000 euros par jour grâce rien qu'à ses exploitations agricoles. C'était donc un homme d'affaires aguerri qui a travaillé au pouvoir au Nigeria. Et pendant qu'il était au pouvoir, il a eu à cœur de changer radicalement la face de l'économie nigériane. Parce que oui, avant Obasanjo, l'économie nigériane était comme beaucoup d'autres économies africaines, dominée par des multinationales étrangères. Et Obasanjo a inversé la tendance en permettant donc que naissent au Nigeria des ultra-champions. Et donc, on peut aujourd'hui dire de manière très évidente que oui, c'est vrai, Obasanjo n'a pas atteint le quota de 50 multimilliardaires, mais il en a fait au moins 30. Parmi lesquels les plus célèbres sont Aliko Dangote, je vais les lire, dans le ciment, Mike Adenuga dans les télécoms. Je précise que Aliko Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique, enfin l'homme noir le plus riche du monde. Et le deuxième, c'est encore un Nigérian, Mike Adenuga. Quand vous prenez les classements des hommes les plus riches d'Afrique, vous allez voir qu'il y a plein de Nigérians dedans. Et tout cela le doivent très clairement à Baba Obasanjo. Là, j'ai cité déjà 2 qui sont très connus.
Aliko Dangote et Mike Adenuga. Mais on a aussi Femi Odetela qui est dans le domaine du pétrole. On a Cletus Ibeto qui est dans le domaine de l'automobile. Parce qu'on aime souvent dire que le Nigeria fabrique des voitures en Afrique. Et bien c'est grâce à Obasanjo. On a Tony Elumelu, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est dans le domaine de la banque, avec sa fameuse banque UBA. On a Folorunsho Olakaji dans le domaine de la mode et du pétrole. On a Michael Iki dans le domaine de l'aviation, parce qu'il y a des gens au Nigeria qui possèdent des compagnies d'aviation. On a Dimo Ibrahim dans le domaine de l'hôtellerie et de l'assurance. On a Pascal Dozier dans le domaine de la banque, Diamond Bank. On a Orji Kalou dans le domaine de l'immobilier. On a Jim Ovia dans le domaine de la banque, Zenith Bank. On a Adia Chagaya dans le domaine de la banque et de l'industrie. On a Fifi et Jindou dans le domaine de la construction. Et il y en a encore plein d'autres. Tous sont reconnaissants du fait qu'ils sont arrivés à ce stade de mastodonte grâce à la politique qu'a prônée l'ancien chef d'État du Nigeria. Qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a décidé de créer des conditions favorables pour que les entrepreneurs nigérians puissent exploser. Et pour cela, il les a favorisés dans les appels d'offres que le gouvernement émettait. Il a décidé que certains appels d'offres stratégiques et qui demandaient de très gros montants devaient être attribués à des acteurs locaux. Et il a décidé derrière que ces acteurs locaux-là devaient être financés par des banques auxquelles l'État donnerait des garanties pour que ces personnes-là aient le capital qui leur permettrait d'aller réaliser ces marchés et gagner des sommes colossales. Voilà donc comment est-ce que, en quelques années seulement, il a permis que des gens qui étaient multimillionnaires en dollars deviennent multimilliardaires en dollars. Ceci nous démontre très clairement que le pouvoir économique peut permettre de propulser les gens d'un niveau à un autre. Je veux dire deux choses à ce niveau-là. Aliko Dangote a dit que la grosse différence entre le Nigeria et les économies francophones, c'est que dans les pays francophones, les économies sont détenues par la France et par les multinationales françaises. C'était le cas aussi au Nigeria avant. Mais la politique d'Obasanjo a changé la donne. Ce qui veut donc dire que, en très peu d'années en réalité, un politicien au pouvoir peut radicalement changer la face économique de son pays. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant d'en parler, j'aimerais quand même préciser une chose très simple. Parce que certaines personnes vont écouter cette vidéo et elles vont commencer à gesticuler en disant « Oui, les gouvernements dans nos pays sont vendus, ils n'aident pas les populations, ainsi de suite. » Je veux préciser que les gens que Obasanjo a aidés, ce n'étaient pas les gens qui étaient sur Internet en train de critiquer tout le monde. Les gens que Obasanjo a aidés, ce n'étaient pas les gens qui étaient salariés dans des boîtes et qui n'avaient aucune aspiration dans la vie. Les gens qu'Obasanjo a aidés, c'est des gens qui étaient déjà multimillionnaires en dollars. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient déjà fait leurs preuves dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, du Bénin, du Togo, du Burkina, de Madagascar et je ne sais pas trop de quel autre pays francophone décide de faire des champions, est-ce qu'il va te sélectionner? Est-ce que tu es éligible? La réponse est non. Parce que beaucoup de gens aiment bien dire qu'en Afrique, on ne peut pas réussir sans tricher. Ils mentent et c'est faux. On peut gagner beaucoup d'argent honnêtement sur ce continent. Maintenant, oui, je suis d'accord qu'on ne va pas atteindre les multimilliards en dollars parce qu'à ce niveau-là, on a besoin des appuis de l'État. Mais démarquons-nous d'abord. Arrivons donc déjà au stade auquel, si demain on veut prendre des gens pour faire des tops internationaux, qu'on puisse venir te regarder. Tu penses que le gouvernement va venir prendre quelqu'un qui ne sait pas comment multiplier l'argent pour faire de lui un milliardaire? Non! Il faut que tu saches gagner de l'argent. Il faut que tu connaisses l'entrepreneuriat. Il faut que tu aies tes business. Que tu sois déjà un opérateur économique dans le pays. Que tu aies déjà tes sociétés et qu'elles marchent déjà. À ce moment-là, on peut se dire, ok, lui, on peut faire qu'il se développe et qu'il devienne un leader dans le domaine de l'agriculture. Lui, on peut faire qu'il émerge dans le domaine de la banque. Lui, on peut faire de lui un champion dans l'assurance. Lui, on peut faire de lui un champion dans l'immobilier. Ainsi de suite. Il faut déjà que tu sois positionné dans un domaine et que le gouvernement vienne juste accélérer ta croissance. Et c'est bien ça qu'il faut que tu retiennes ici. C'est qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle tu n'es pas encore à un certain niveau dans ta vie,
c'est fondamentalement parce que tu n'as pas encore commencé à te bouger. Donc, écoute cette vidéo pour réaliser, oui, je veux parler bien évidemment du rôle que nos gouvernements peuvent jouer pour nous propulser à un autre niveau, mais ayant bien conscience que avant d'arriver à ce niveau-là, toi et moi devons d'abord être présélectionnables. Et pour être présélectionnable, il faut que tu sois déjà dans le domaine des millions d'euros. Ce qui, bien évidemment, a été fait par plusieurs personnes dans nos pays. Nos pays regorgent de multimillionnaires en euros. J'en ai déjà interviewé plusieurs sur cette chaîne. Il y en a plusieurs. Eux, ils sont déjà dans les starting blocks, prêts à accélérer. Eux, ils ont besoin d'un coup de main de l'État pour passer au cap des milliards en dollars. Toi, où en es-tu? C'est la vraie question. Maintenant, pourquoi est-ce que dans les États francophones, on est avec ce constat-là, de voir que nos États ne favorisent pas la naissance de grands champions? Malheureusement, parce que moi, mon analyse est de dire que beaucoup de nos hommes d'affaires sont englués dans la politique. Et c'est ça, c'est l'un des problèmes. C'est-à-dire que mon analyse est de dire que les gouvernants hésitent à financer ou à créer des règles ou à favoriser certains entrepreneurs de peur que ces entrepreneurs-là, eux-mêmes, demain, deviennent des opposants politiques. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas nourrir la bête qui va nous tuer, fondamentalement. Et donc, cette méfiance-là, je pense, fait que beaucoup de nos États préfèrent se dire « Ok, pour que l'économie tourne, on va la laisser tourner avec des étrangers parce que de base, les étrangers qui viennent faire du business chez nous ne sont pas là pour accéder au pouvoir. » Donc moi, je pense que c'est la volonté de garder le pouvoir, soit pour eux-mêmes, soit dans leur famille politique, qui entraîne que très peu de personnes ne deviennent, du moins que les États ne favorisent pas beaucoup de champions dans l'accès et la course à l'enrichissement. Vers ça, je pense qu'il y a deux moyens de contourner ça. Le premier moyen, c'est d'aller entreprendre dans un pays différent de ton pays d'origine. Aussi simple que ça. En allant entreprendre dans un pays différent de ton pays d'origine, tu sais qu'il n'y a aucune chance pour que là-bas, tu sois une menace pour le pouvoir. Aussi simple que ça. Or, beaucoup de gens aiment bien venir entreprendre dans leur propre pays. Si tu veux entreprendre dans ton pays, alors oui, tu es sujet au fait que les dirigeants politiques puissent avoir ce type de crainte à ton endroit. Et puis, deuxième chose que tu peux faire, c'est juste avoir une neutralité politique. Aussi simple que ça. Si tu veux te présenter dans le domaine du business et que tu as une neutralité politique clairement affichée, eh bien peut-être que ça peut favoriser ton éclosion et ton émergence. Parce que le problème très clair, c'est que beaucoup de personnes, quand elles commencent à gagner de l'argent, se positionnent comme des opposants au pouvoir. De fait, quand tu fais ça, le pouvoir considère que tu es un ennemi. Moi, je pense que la meilleure des solutions, si on veut réellement opérer dans le domaine du business, c'est la neutralité politique. Du moins, la neutralité des partis politiques. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de position politique, mais neutralité politique pour dire que je ne suis pas là pour combattre le pouvoir en place. Je suis là pour créer des sociétés, pour impacter la vie des gens et changer les économies. Fondamentalement. Comme le font les Chinois et les Indiens et les autres qui viennent en Afrique. Enfin, eux, ils ne viennent pas pour changer la face de quoi que ce soit, ils viennent pour gagner de l'argent et s'en aller avec. Donc, on peut être dans la logique de se dire, moi, je ne suis pas là pour la quête du pouvoir, je suis là pour faire du business. Et mon message pour terminer cette vidéo à l'endroit donc de nos dirigeants est de dire que, imaginez-vous un seul instant ce que seront nos pays francophones dans 50 ans. Je sais que mes vidéos sur cette chaîne sont vues par des personnes très haut placées au pouvoir, dans plusieurs pays. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour les leur faire parvenir, mais faites-leur parvenir celle-ci. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et ailleurs, faites parvenir cette vidéo de droit aux personnes qui ont le pouvoir de décider. Et je leur pose une question toute simple. Où seront nos pays dans 30 ans? Dans 30 ans, vous ne serez plus là. Nous serons encore là. Mais où seront nos pays dans 30 ans? Je parle des économies. Qui va détenir nos économies dans 30 ans? Fondamentalement, les Africains sont fiers. On a une fierté très grande en Afrique, qui fait qu'on a peur de rien, on est prêt à affronter tout le monde. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le pari d'Obasanjo est un pari que nos leaders, nos chefs d'État peuvent relever. Beaucoup de nos chefs d'État sont dans leur dernier mandat. Paul Biya au Cameroun, probablement son dernier mandat. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, probablement son dernier mandat. Macky Sall au Sénégal, d'après la Constitution, aujourd'hui c'est son dernier mandat. Est-ce qu'il va renouveler ou pas? Je ne spécule pas là-dessus. Mais beaucoup de nos chefs d'État sont dans leur dernier mandat. Et si vous décidiez, pour ces derniers mandats, de
relevez le challenge d'Obasanjo. Créer 50 multimilliardaires en dollars dans chacune de nos économies francophones avant votre départ. Ce serait là un challenge qui vous ferait rentrer dans l'histoire des pays encore plus. Et moi, c'est vers ça, en tant qu'entrepreneur, que je veux voir nos États partir. Que nos États deviennent des espaces qui créent des champions mondiaux. Aliko Dangote aujourd'hui est un champion mondial et il a fait tout son argent dans un seul pays. Il est en train de construire en ce moment la plus grosse raffinerie de pétrole au monde. Au monde. Supérieure aux raffineries américaines, européennes et des Émirats arabes. Et c'est une raffinerie qu'il a décidé de mettre à la gestion et à la direction des jeunes Nigérians. Il a dit que sa raffinerie sera dirigée par les jeunes diplômés nigérians. Voilà une vision. Voilà un challenge. Et il a mis tout son cœur dans ce projet. Et les études ont démontré que une fois que cette raffinerie sera en marche, elle va propulser Dangote dans le top 20 des hommes les plus riches au monde. Voilà ce qu'on veut voir. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux interpeller nos leaders pour qu'ils prennent bien conscience que, en partant, ils vont nous laisser un pays. Ils vont nous laisser des choses ici à gérer. Et c'est maintenant que les choses se jouent. Dans 30 ans, la population de ce continent aura doublé. Dans 30 ans, il sera peut-être un peu tard pour se réveiller. C'est donc maintenant que les choses doivent se décider, que les futurs champions doivent être favorisés et que les émergences doivent être connues. Donc, chers leaders, chers papas, chers anciens, la balle est dans votre camp. On a déjà sur le continent beaucoup d'entrepreneurs multimillionnaires en dollars. Il y en a plusieurs. Et il est temps de permettre que ces entrepreneurs-là passent à un autre niveau. Pensez à nous. À très bientôt.